Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second épisode de la série Tourism Hire Me qui a pour but d'aider un collègue du secteur touristique à trouver un emploi en cette période compliquée en enregistrant son CV audio en quelque sorte. Cette fois-ci, j'accueille Jacques Chevin, jeune diplômé de l'ISTIA de Toulouse, à la recherche d'un contrat dans le développement touristique et culturel. Dans cet épisode, il revient notamment sur son dernier stage au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, en te dévoilant en détail les coulisses de la rédaction d'un plan de gestion pour un site UNESCO. Il te partage également comment il s'organise dans sa recherche d'emploi, son ressenti sur l'état du marché du travail pour le secteur du tourisme, ainsi que son expérience avec Pôle emploi et l'APEC pour l'aider dans ses candidatures. Mais avant de découvrir tout ça, je t'invite à partager cet épisode sur LinkedIn par exemple, et ainsi soutenir Jacques dans ses recherches. Merci d'avance et bonne écoute! Bonjour Jacques, je suis très contente de te recevoir pour ce nouvel épisode de Tourism Hire Me. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Bonjour, donc moi c'est Jacques Chevin. Je viens de finir des études en master en tourisme développement territorial. Donc là maintenant je suis à la recherche de travail du coup dans le développement territorial et plus précisément des postes on va dire de chargé de mission, de projet de développement territorial. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans ces métiers ou qu'est-ce qui t'apporte? Pourquoi tu recherches cela en particulier? Alors ce que j'aime dans ce métier et ce que j'aime aussi dans le tourisme, c'est d'abord les échanges, le travail en équipe. Mhm. Et dans les projets justement, ce qui est intéressant, c'est que on va directement à la rencontre de tous les acteurs du tourisme et essayer de créer un projet commun. Donc vraiment un projet qui soit fédérateur de tous les acteurs, que ce soit donc les hôteliers, les restaurateurs, les acteurs qui sont plus dans le loisir, on va dire. Voilà, donc créer un projet en commun et puis se mettre d'accord avec donc les habitants, les élus. Donc il y a vraiment une multitude d'acteurs autour aussi des acteurs touristiques qui sont partie prenante. Donc c'est vraiment tout ce travail coopératif et puis aussi le travail un peu en autonomie de gestion, de montage de projets qui m'intéresse. D'accord. Et si aujourd'hui tu pouvais choisir parmi toutes les entreprises ou toutes les institutions, est-ce qu'il y en a une en particulier pour qui tu voudrais travailler ou ce serait un petit peu le rêve? J'ai pas d'institution précise. C'est vrai que mon dernier stage, je l'avais fait au conseil départemental de la Haute-Garonne et j'avais beaucoup apprécié travailler avec une bonne équipe. Ça peut être donc une collectivité territoriale, comme un conseil départemental, un conseil régional ou bien un CDT, CRT, donc comité régional de tourisme. Ça peut aussi être plus dans des parcs nationaux, des parcs régionaux. Ça peut être voilà différentes structures qui peuvent accueillir donc pour faire des projets de développement touristique durable, de développement culturel. Enfin, il y a des multitudes de projets qui peuvent exister autour du tourisme. Mmh. Bon, bah, c'est bien, ça te laisse beaucoup d'options d'ouvertes et est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours du coup, les études que tu as faites, tes expériences professionnelles précédentes, pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans le tourisme aussi? Dans mon parcours, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai vraiment essayé de mettre en avant vraiment mon projet professionnel. J'avais fait des études d'économie au départ et après j'ai décidé, donc c'était juste après le bac, j'ai commencé 2 années de licence et j'ai réfléchi ensuite, je me suis pris un temps de pause sabbatique pour vraiment réfléchir et mûrir, on va dire, un projet professionnel et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans la culture et le tourisme. Donc au départ, en vue d'être guide touristique, donc j'ai fait une licence en histoire de l'art à Strasbourg et une année en Erasmus à Dublin. Mmh. Et c'est durant cette licence, en fait, je me suis renseigné vraiment sur la formation de guide et puis sur les autres formations du tourisme parce que finalement c'est le même secteur d'activité Mmh. et j'ai découvert cette formation-là du coup, de montage de projets, tout ce qui concerne donc, le lancement et le suivi de projets de développement touristique et je trouvais ça intéressant à plusieurs titres, notamment le fait que voilà, il y a un aspect vraiment relationnel, social où on va vraiment, essayer de créer un projet et de le suivre donc avec toutes les personnes concernées sur le terrain. Donc je me suis lancé dans cette formation, master tourisme et développement, qui m'a beaucoup appris parce que on a beaucoup d'ateliers en dehors des cours théoriques, donc en marketing, en communication, en gestion de projet, gestion du personnel. On a aussi des ateliers pratiques. On a reçu par exemple une commande d'une intercommunalité dans le Volvest, donc dans une communauté de communes dans la Haute-Garonne. Et donc ils avaient pour projet de monter un chemin de randonnée sur leur territoire. Donc on a fait toute une étude, un diagnostic préalable qu'on a présenté ensuite aux élus. Et en deuxième année, bah, on a fait une réalisation, donc création d'un sentier de randonnée qui traversait donc l'ensemble du territoire. Le projet a aussi été retenu, donc c'était très enrichissant, tant d'un point de vue, on va dire des relations, des compétences,
du réseau aussi qui est assez importante. Ça nous met vraiment en relation avec tous les acteurs du réseau institutionnel, essentiellement, du coup, vu qu'on était avec les élus et puis aussi les acteurs territoriaux. Voilà, donc c'est toutes ces expériences au cours de ma formation qui m'ont vraiment, on va dire, aiguillé sur ce chemin pour être ensuite chargé de mission. D'accord. Bah, c'est hyper intéressant de voir que ton université propose des ateliers pratiques comme ça. C'est pas si courant. J'ai fait un master tourisme moi aussi et on en avait, mais pas sur du aussi long terme et il nécessitait pas d'aller autant sur le terrain. Mais en tout cas, c'est un bon élément à mettre en valeur sur ton CV. Et est-ce que ta formation te demandait aussi de faire des stages ou te proposait de faire une alternance par exemple? Alors en fait, ma formation, c'est l'ISTIA de Toulouse, où j'étais. Mhm, Et donc oui, en master, ils demandent d'en faire un stage de 4 mois en première année et de 6 mois en deuxième année, et de rédiger aussi en parallèle du coup 2 mémoires, un en première année et un autre en deuxième année. mhm, Mon premier stage que j'ai fait donc c'était au Château Lacoste. Du coup, j'ai repris un peu sur mes compétences en tant que guide conférencier. Donc c'était un vignoble en fait qui se trouve près de Aix-en-Provence et qui a une énorme collection d'œuvres d'art contemporain en plein air. Donc c'est vraiment voilà, faire visiter le domaine, mettre en avant les artistes à travers les différentes collections qu'ils ont également, donc les galeries d'art et voilà. Et puis le deuxième stage que j'ai effectué de 6 mois, je l'ai fait au conseil départemental de la Haute-Garonne. Et là, c'était sur la rédaction d'un plan de gestion UNESCO. Donc en fait, c'était une des composantes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se trouve donc à Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère, qui sont au sud du département de la Haute-Garonne. mhm. Et donc, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en bref, c'est inscrit en 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a 71 monuments et 7 sections de sentiers qui sont inscrits en tant que chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, donc en tant que patrimoine de l'UNESCO en série. Mhm. Donc j'ai fait un plan de gestion assez détaillé pendant les 6 mois, on va dire, de stage, malgré la crise du Covid qui a un peu bouleversé les choses, mais j'ai pu réussir à finir à temps, pu faire un travail de qualité qui a été salué après par la sous-préfète de la Haute-Garonne. Ouais, ça c'est une belle victoire, importante à souligner et j'imagine que travailler pour un projet UNESCO, c'est aussi un challenge? Parce qu'il y a une réglementation assez stricte à respecter pour les biens qu'on souhaite inscrire, non? Oui. Alors le bien est déjà inscrit à l'UNESCO en 98. Mmh. Seulement, la seule chose, c'est que les plans de gestion n'ont été obligatoires donc qu'à partir de 2007. Donc tous ceux qui n'avaient pas rédigé de plan de gestion au préalable ont été invités. Donc l'État, du coup, qui est garant des biens UNESCO, demande du coup à se doter d'un plan de gestion pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc après, en ayant rédigé ce plan de gestion, comme tu le dis, c'est vraiment très complet. Il y a un document qui fait plus d'une centaine de pages, qui sont les orientations pour la réalisation donc des plans de gestion UNESCO. Et donc l'ACIR, c'est une agence qui a été mandatée par l'État pour assurer l'animation en fait de ce bien en réseau. Donc les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle a pour mission du coup particulière ici de centraliser tous les plans de gestion locaux, donc dont celui que j'ai fait. Et eux, ils ont donc épluché tout ce document des orientations et ils ont essayé d'en faire une trame plus succincte sur une dizaine de pages. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc en parallèle, je me suis vraiment basé sur ce document de travail, mais j'ai rédigé en fait également mon mémoire sur mon travail parce que c'est un mémoire appliqué. Et donc moi-même, même si j'étais pas dans cette obligation, j'ai lu les orientations en entier. Donc ça m'a fait un travail en plus, mais ça m'a aidé vraiment à comprendre tout dans les détails, vraiment au niveau de toutes les attentes de l'UNESCO. Ah d'accord et ce plan de gestion en tant que tel, c'est quoi? C'est des recommandations pour la mise en tourisme du site, c'est ça? C'est un peu plus large, c'est vraiment un document très complet. Donc ça part d'un état des lieux, on décrit le bien en tant que tel, donc la localisation avec les coordonnées GPS exactes. On a également le plan cadastral avec vraiment tous les emplacements, donc la zone concernée, la zone périphérique, et également donc une délimitation qui a été faite de la zone tampon. Donc c'est une zone encore plus élargie donc qui prend en compte tout le site, donc tous les abords, le monument, puis au niveau visuel également, qu'il n'y ait pas d'obstruction visuelle, c'est comme pour les monuments historiques, voilà, que un ensemble de choses soit respecté. Ensuite, il y a toute une partie protection, conservation. Donc là, il faut faire un état des lieux, donc regarder dans les archives des monuments historiques, dans les services de la DRAC, aussi les archives communales et départementales, voir tous les travaux importants, surtout qui ont été faits durant les derniers siècles sur ces monuments. Et ensuite, il y a une dernière partie qui parle plus de l'aspect, on va dire,
Il y a l'aspect réglementaire qui est compris bien sûr dans ces protections, et il y a là aussi l'aspect touristique, donc développement touristique qui est tout autour du site. Donc comment se fait la gestion des flux, quelle est la capacité hôtelière, donc détailler vraiment tout ce qui est déjà fait sur le site, et ensuite faire un plan d'action sur les choses à faire pour garantir le maintien du site au patrimoine de l'UNESCO, donc garantir la bonne conservation, la bonne protection et la bonne valorisation du patrimoine à travers donc des mesures de gestion des flux, des mesures d'accueil du public, de valorisation du patrimoine à travers des expositions, enfin un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place. Donc j'ai proposé ensuite ce plan d'action et il a été accepté par la préfecture le mois dernier. Ah oui, donc ça fait un gros projet. Et ça s'est étendu sur 6 mois, sur, toute la durée de ton stage, j'imagine. Ça me paraît assez rapide d'ailleurs, j'aurais pensé que ça prendrait un peu plus de temps. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que moi, mon travail, ça a été vraiment faire une synthèse. Mmh. Il y avait déjà des travaux, des études qui ont été faits au préalable, un schéma d'aménagement directeur du site qui a déjà été proposé par un cabinet d'études et qui prévoyait du coup l'aménagement du site, donc comment simplifier, on va dire, la gestion des flux touristiques, comment installer un parking à tel endroit, comment bien faire l'aménagement au niveau paysager. Donc il y avait plusieurs études déjà qui ont été faites sur le site et qui m'ont beaucoup facilité la tâche. Donc moi, mon travail a été surtout de synthétiser les études qui ont été faites et aussi de rencontrer du coup des acteurs sur le terrain, donc les élus, des associations locales de valorisation du patrimoine, aussi les services déconcentrés de l'État, la DRAC, l'ADREAL, donc qui sont en charge de l'aspect culturel, de l'aspect aménagement du paysage. Voilà. Et tout ça dans le but de vérifier que, dans les faits, et sur le terrain, ça peut fonctionner. Oui, c'est ça. Et après, il y a une commission du bien qui est réunie et qui s'assure justement du bon suivi. Très bien, donc ça te fait déjà une expérience très solide, dans ce que tu souhaites faire aujourd'hui. Et c'est quoi la chose la plus difficile que tu aies eu à gérer dans ce projet et comment tu as fait pour la surmonter? Alors dans ce projet-là en particulier, ben, la difficulté, c'est un peu facile, c'est en fonction de la crise du Covid. Ouais. C'est-à-dire que j'ai effectué 2 semaines donc au conseil départemental dans les bureaux, et après c'était le confinement. Et puis en fait le conseil départemental, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une antenne du conseil de Toulouse qui se trouve à Saint-Gaudens, et donc c'est un peu dans la campagne, et moi j'habitais donc 2 villages après. Du coup ma connexion était très faible, impossible pour moi d'assister aux réunions de visioconférence parce que ça coupe toutes les 2 minutes. Et du coup ben j'ai passé mes entretiens auprès des élus quand ils pouvaient, parce qu'eux aussi ils devaient gérer la crise, donc ils n'étaient pas forcément disponibles. Donc l'organisation des rendez-vous, elle s'est faite, on va dire, pas aussi bien que, que prévu initialement. Mais du coup, je me suis plus rabattu sur la partie théorique. Donc du coup, j'ai optimisé mon temps, on va dire, le temps du confinement, à faire vraiment toute la partie théorique, donc éplucher tous les documents, faire une synthèse et rédiger vraiment cette partie synthèse à fond pour pouvoir ensuite engager les entretiens. Une fois que je suis retourné dans le bureau, c'était beaucoup plus simple pour les déplacements, pour faire les entretiens. Et donc, c'est ça vraiment la difficulté que j'ai surmontée, c'est réorganisation complète du temps en fonction des difficultés techniques et puis de mobilité. Mmh. C'est vrai que quand tout se passe pas comme prévu, faut faire preuve de réactivité et surtout de résilience et c'est pas toujours évident. Donc c'est une bonne chose que tu y sois parvenue et est-ce que tu dirais qu'il y a une compétence ou une qualité que cette expérience t'a permise de développer et qui semble importante dans ce métier? Déjà, il faut, je pense, avoir un esprit assez ouvert, parce que c'est vrai que le tourisme, c'est assez vaste. Il y a une multitude de champs qui s'entrecroisent, donc la culture, le sport, le tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires, il y a énormément de choses. Moi, c'est vrai que je me suis un peu spécialisé sur le tourisme de culture parce que j'avais fait donc des études avant en histoire de l'art, et c'est un champ qui m'intéressait particulièrement. Donc c'est vraiment la curiosité aussi. Un des autres aspects, des compétences, on va dire, qui sont importantes, c'est vraiment essayer de connaître un sujet, de le creuser à fond, et puis d'être voilà ouvert au dialogue et au débat avec tous les acteurs, les parties prenantes du projet. OK. Et du coup, comment tu t'organises pour ta recherche d'emploi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place, lors de tes précédentes candidatures qui fonctionnent bien et que tu vas réutiliser aujourd'hui? Alors, qui fonctionne bien, j'espère, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de retours. Bon, je pense que c'est un peu lié à la crise, mais Ouais, en fait, je me suis forcément. directement inscrit à Pôle emploi avec ma conseillère. J'ai vu pour assister à des ateliers aussi, ça m'a beaucoup aidé. Des ateliers pour valoriser, on va dire, un CV plus une forme de présentation personnelle ou vidéo.
que j'envoie en fait aussi aux employeurs. Ça présente un peu qui on est, mais pas d'un point de vue professionnel, mais plus au niveau des valeurs. Donc c'est une forme de pré-entretien, on va dire, que ce soit un petit format d'1 minute 30, que ce soit un peu attractif, que je joins en général, en plus donc des lettres de motivation et CV. D'accord. Et puis aussi avec l'APEC, l'association donc pour les emplois des cadres, qui propose aussi des ateliers. Et donc là, j'ai fait un atelier premier emploi que je conseille d'ailleurs, qui est très bien, qui permet vraiment de structurer sa recherche d'emploi, avec vraiment définir le projet professionnel, les compétences, les secteurs d'activité, se préparer aux entretiens. Et je vais suivre d'ailleurs des ateliers encore pour vraiment bien se préparer aux entretiens, comment aborder les questions difficiles, comment bien se comporter, on va dire, entre bien sûr le vocabulaire qu'on emploie, mais aussi la posture, enfin voilà, un ensemble de choses. Mes recherches, après, je les fais donc aussi beaucoup par rapport au réseau, donc LinkedIn. En octobre, j'ai pas eu énormément d'annonces et en novembre, il y en a quand même plus. Donc, je commence à en envoyer davantage maintenant. Et en plus donc des appels d'offres, je fais aussi des candidatures spontanées de temps en temps, si je trouve vraiment une entreprise, parce que j'évite de faire trop de candidatures parce que j'essaye de vraiment de privilégier la qualité, on va dire, c'est-à-dire vraiment de me renseigner à fond sur l'entreprise, de voir si ça correspond un peu aussi à mes valeurs, à mes attentes, parce que je vais pas non plus postuler dans une entreprise qui est complètement à l'opposé de ce que je suis, et puis pour chercher un emploi et pas m'y sentir bien après, autant chercher un petit job pendant ce temps que s'engager à long terme dans une entreprise où on va pas forcément être à l'aise. Ouais, complètement. T'as raison parce qu'en plus, je crois avoir compris que ton métier, il comprend une part importante de recherche. Donc, le faire pour tes candidatures, ça montre déjà tes compétences là-dedans. Et par rapport à l'APEC, j'en entends énormément parler en ce moment parce qu'ils sponsorisent beaucoup de créateurs de contenu. Et ce qui est surtout mis en avant, c'est qu'ils ont un simulateur d'entretien. Est-ce que tu as pu le tester? C'est en visu avec une personne ou c'est avec une machine? Oui, il y a un simulateur qui est donc une machine, entre guillemets, où tu peux donc décrire si tu es un jeune chercheur d'emploi, si tu es senior, si tu as déjà une bonne expérience. Et après, tu as des thématiques de questions et donc du coup, ils te font des différentes propositions. En fait, ça te prépare, entre guillemets, à différentes questions et ils vont pas te faire des réponses toutes faites, mais ça t'aide à réfléchir aux questions qu'on pourrait te poser. Donc ça, c'est une chose. Et moi, je me suis inscrit à 3 ateliers pour se présenter sur toutes les questions pièges. Ça peut se faire en présentiel, mais là, du coup, ce sera un webinaire, c'est beaucoup plus facile vu de la situation, on va dire. D'accord, bah, c'est top. Et est-ce que tu es satisfait de l'aide apportée par Pôle emploi? Parce que moi, j'ai pas du tout le réflexe de les solliciter quand je recherche un travail. Donc je suis curieuse de savoir si c'est efficace. Alors en fait, Pôle emploi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de gens qui s'y inscrivent. C'est efficace dans la mesure où toi, tu le rends efficace. C'est-à-dire que le conseiller, il va pas revenir forcément vers toi, voir comment ça va, mais tu peux le solliciter et puis il peut vraiment me conseiller un atelier, me donner des offres d'emploi, par exemple, pour que je puisse candidater. On va dire c'est un plus. Et puis le conseiller Pôle emploi, ça peut aussi être quelqu'un voilà qui nous soutient, on va dire moralement aussi en plus de tous les points techniques qu'ils peuvent nous donner. Pôle emploi c'est bien, l'APEC vu que c'est plus petit entre guillemets, vu que c'est vraiment pour les cadres, il y a plus de suivi quand même. Par exemple avec ma conseillère de l'APEC, on a défini de se téléphoner 1 fois par mois pour vraiment faire un point, voir un peu comment améliorer, comment progresser au niveau de la candidature. D'accord, bah, c'est très clair, merci. Je pense que ça pourra aider les personnes en recherche actuellement et qui écoutent le podcast, parce que c'est vrai qu'on pense pas toujours à ces organismes pour nous aider. Et est-ce que pour terminer, tu voudrais ajouter quelque chose dont j'ai peut-être pas parlé, mais qui te semble important dans ton parcours? Dans mon parcours, ben après, moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc je me forme à droite à gauche. Et là encore, maintenant, pendant le temps de confinement, j'en profite pour suivre des petites formations sur LinkedIn Premium. J'ai pris le mois d'abonnement gratuit. Et donc, je regarde, voilà, pour continuer à me former sur InDesign, parce que tout ce qui est design autre, c'est assez important aussi au niveau marketing pour faire des présentations assez propres, voilà, pour la diffusion au niveau touristique. Je continue à me former sur 2 3 petits trucs comme ça aussi, voilà, donc tout ce qui est développement durable, tout ce qui est aussi pour la recherche d'emploi, donc optimiser sa candidature. Et puis aussi sur LinkedIn, c'est vrai que j'ai fait quelques posts, enfin j'essaie de contacter aussi des personnes et j'ai eu quelques retours et puis notamment ce matin encore il y a une personne, un recruteur anglais qui m'a contacté
Et donc on va avoir un entretien Skype en anglais demain pour des postes un peu à l'international. Donc du coup, être aussi actif sur le réseau parce que du coup j'ai eu plusieurs retours d'employeurs qui m'ont contacté. Au début, j'y croyais pas trop parce que entre fin septembre à aujourd'hui, j'ai quand même essayé de faire plein de recherches et c'est seulement là ces dernières semaines qu'on m'a contacté. Donc du coup, pas désespérer, bien savoir optimiser, gérer ses réseaux sociaux, ça peut aussi être une bonne idée. D'accord, bah super, merci beaucoup pour ces conseils supplémentaires très utiles et qu'on n'entend pas souvent, je trouve. Donc merci, et puis bah du coup, je te souhaite bon courage pour ton entretien de demain. Merci. Je croise les doigts. Ouais. Et puis bah, je te souhaite aussi une bonne journée, une bonne continuation. Merci. Toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura permis de mieux cerner Jacques si tu es recruteur, ou bien de te remotiver avec de nouvelles pistes à tester si tu es toi aussi à la recherche d'un emploi. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail, et surtout, tu peux partager le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment LinkedIn, afin d'apporter plus de visibilité au profil de Jacques, c'est vraiment important qu'on s'entraide dans ces temps très particuliers. Tu peux aussi rebondir sur les sujets abordés en envoyant un DM à Jacques ou moi, les liens de nos comptes sont dans la description. Alors à tout de suite sur les réseaux, et sinon comme d'habitude, à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourism Marigny. Salut!